Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 15 avril, je vous propose de revenir tout d'abord sur la visite du président chinois Xi Jinping en Asie du Sud-Est, dans un contexte économique tendu en raison des droits de douane imposés par l'administration américaine. Nous évoquerons ensuite la réunion des ministres du commerce de l'ASEAN qui se sont mis d'accord pour ne pas adopter de mesures de rétorsion sur les produits américains, malgré de fortes inquiétudes pour l'économie de la région, une des plus durement touchées par les droits de douane annoncés il y a 2 semaines par le président américain Donald Trump. Corée du Sud ensuite, où le procès de l'ex-président Yoon Suk-yeol a débuté hier, peu après la destitution officielle validée par la Cour constitutionnelle il y a une dizaine de jours. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique avec l'ouverture d'un bureau d'Amnesty International de Hong Kong en exil, après la fermeture de son bureau sur place en octobre 2021. Le président chinois Xi Jinping a entamé hier une visite de 5 jours en Asie du Sud-Est et plus particulièrement au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge, dans le but de renforcer les relations commerciales entre la Chine et les 3 pays, dans un contexte d'incertitude causé par les droits de douane exorbitants annoncés il y a 2 semaines par Washington. La tournée du dirigeant chinois a débuté à Hanoï, au Vietnam, avec une rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam et la signature de 45 accords de coopération concernant notamment la chaîne d'approvisionnement, l'intelligence artificielle ou encore le développement des chemins de fer. Avant son arrivée, le président chinois avait signé une tribune dans le journal officiel du Parti communiste vietnamien en déclarant que le Vietnam et la Chine allaient protéger le système commercial multilatéral et la stabilité des chaînes d'approvisionnement et de l'industrie mondiale. Xi Jinping a appelé à plus de coopération entre les 2 pays et a déclaré, je cite, que la guerre commerciale et la guerre des droits de douane ne feraient aucun gagnant et que le protectionnisme ne mènerait nulle part. La tournée du président chinois continue aujourd'hui en Malaisie, où Pékin espère développer de nouveaux débouchés pour les produits chinois, désormais taxés à 145% lorsqu'ils sont exportés sur le marché américain. Xi Jinping doit rencontrer le roi, le sultan Ibrahim Iskandar, ainsi que le premier ministre Anwar Ibrahim. Notons que la Malaisie est déjà un partenaire commercial très proche de la Chine, avec un commerce bilatéral qui se chiffrait l'année dernière à 110 milliards de dollars américains, la Chine étant par ailleurs le premier partenaire commercial de la Malaisie. Plusieurs accords de coopération doivent aussi être signés mercredi entre la Chine et la Malaisie, dont les produits d'exportation vers les États-Unis pourraient bientôt être taxés à 21% supplémentaires, même si les semi-conducteurs sont pour l'instant épargnés et que la Malaisie fait partie des pays qui sont concernés par la suspension de 90 jours accordée par l'administration américaine avant l'entrée en vigueur des 21%. Et enfin, la visite de Xi Jinping dans la région se conclura au Cambodge, avec qui Pékin entretient des relations commerciales et diplomatiques très étroites. Les ministres de l'économie des pays membres de l'ASEAN se sont réunis jeudi dernier via visioconférence pour discuter de la situation géopolitique et notamment des nouveaux droits de douane américains et de l'impact sur les pays membres de l'ASEAN, mais aussi sur la réponse collective à adopter face à l'annonce du président américain Donald Trump. À l'issue de la rencontre, les ministres de l'économie des différents pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils se disent, je cite, « profondément préoccupés par l'introduction récente des nouveaux tarifs unilatéraux par les États-Unis ». Le communiqué affirme que les nouvelles taxes en question, je cite encore, ont causé l'incertitude et vont apporter des défis significatifs pour les entreprises, en particulier les micro- et petites et moyennes entreprises, ainsi que perturber les flux d'investissement, le commerce international et les chaînes d'approvisionnement, mais aussi les progrès économiques de l'ASEAN. Il faut savoir que la région est une des plus durement touchées par les nouveaux droits de douane américains, qui ont depuis été réduits à 10% pour une période de 90 jours pour permettre des négociations entre les États-Unis et les différents pays concernés. Le Cambodge est le plus durement touché avec 49% de droits de douane supplémentaires, suivi du Laos avec 48%, du Vietnam avec 46% ou encore du Myanmar et de la Thaïlande avec respectivement 44 et 36%.
L'Indonésie a écopé de 32% supplémentaires, tandis que ce taux est de 24% pour la Malaisie et le Brunei. Enfin, les Philippines et Singapour sont relativement moins touchés, avec respectivement 17 et 10% de taxes supplémentaires. Les principales exportations de la région ASEAN vers les États-Unis concernent le caoutchouc et ses dérivés, les chaussures, les vêtements et les accessoires de prêt-à-porter, mais aussi les produits électroniques et les machines. Le communiqué rappelle que les États-Unis étaient en 2024 la plus grande source d'investissement direct pour l'ASEAN et le deuxième partenaire commercial de la région. Les ministres de l'économie affirment ainsi leur intention d'engager un dialogue franc et constructif avec les États-Unis, tout en indiquant, je cite, que dans cet esprit, l'ASEAN s'engage à ne pas imposer de mesures de rétorsion en réponse aux droits de douane américains. Enfin, les ministres se sont dit prêts à explorer des solutions mutuellement acceptables sur des questions d'intérêt commun. Le procès de l'ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol a débuté hier, 10 jours après la confirmation officielle de sa destitution suite à un verdict de la Cour constitutionnelle, 4 mois après que le chef de l'État a déclaré, le 3 décembre dernier, la loi martiale dans le pays et bloqué l'accès du Parlement aux députés. La première audience a débuté hier matin à 10h au tribunal central de Séoul. Yoon Suk-yeol a entendu les chefs d'accusation qui lui sont imputés et a plaidé non coupable. Il est accusé par les procureurs d'insurrection et risque pour cela la prison à perpétuité ou encore la peine de mort. Pour sa défense, Yoon Suk-yeol a déclaré que la loi martiale n'était pas un acte d'insurrection mais plutôt un message public pour que la population sache, je cite, la situation désespérée du pays, caractérisée par de multiples blocages de projets de loi gouvernementaux par l'opposition et par des coupes budgétaires qui ont mené, selon l'ex-président, à la paralysie des affaires d'État et à la violation de la Constitution. Yoon Suk-yeol a affirmé que la loi martiale qu'il avait décrétée visait, je cite, à protéger la liberté et la démocratie et n'avait rien à voir avec la loi martiale qui a été appliquée dans le passé en Corée du Sud, qui visait à imposer le règne militaire. De leur côté, les procureurs ont dénoncé une tentative de l'ex-président de casser l'ordre constitutionnel et une violation de l'article 87 de la Constitution qui condamne toute personne créant de la violence dans le but d'usurper le territoire national ou encore de renverser la Constitution. Les procureurs ont aussi affirmé que Yoon Suk-yeol avait nommé l'ex-chef des services de sécurité présidentielle Kim Yong-hun à la tête du ministère de la Défense en septembre 2024 dans l'intention déjà de préparer l'imposition de la loi martiale, ce que Yoon Suk-yeol dément. En attendant le futur déroulement du procès, les différents partis politiques se préparent en vue de l'élection présidentielle qui se tiendra le 3 juin prochain. Plusieurs personnalités politiques se sont déjà déclarées candidates, dont l'ex-président du Parti démocrate Lee Jae-myung, qui a été battu de peu par Yoon Suk-yeol à l'élection de 2022. Mais on compte également le maire de Daegu, Hong Jun-pyo, le président par intérim du People Power Party, Han Dong-hun, et le député du même parti, Han Chol-soo, ou encore le ministre du Travail et ex-gouverneur de la province de Gyeonggi, Kim Mun-soo. L'ONG Amnesty International a ouvert aujourd'hui un bureau en exil opéré par des membres de la diaspora hongkongaise basée à l'étranger. L'organisation a parlé de nouveaux chapitres dans son engagement pour les droits humains à Hong Kong et pour le soutien également de la diaspora hongkongaise à travers le monde, alors que le bureau d'Amnesty International de Hong Kong a fermé ses portes le 31 octobre 2021 dans un contexte de répression croissante des libertés après l'entrée en vigueur de la loi de sécurité nationale à l'été 2020. Le communiqué de presse de l'ONG précise que le nouveau bureau est constitué de militants basés dans différents pays tels que l'Australie, le Canada, Taïwan, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis, faisant de ce bureau la première branche d'Amnesty International opérée entièrement en exil. Le nouveau bureau, officiellement enregistré en Suisse, se concentrera sur les sujets liés aux droits de l'homme et aux Hongkongais, que ce soit à Hong Kong ou à l'étranger. Le communiqué de presse rappelle que plus de 100 ONG et médias ont dû fermer ou ont été forcés à fuir la région administrative spéciale de Hong Kong depuis le mouvement contre le projet de loi d'extradition de 2019 qui s'est transformé en vaste mouvement populaire pour la démocratie à Hong Kong et contre la loi de sécurité nationale.
Mais la répression du mouvement, facilitée par la pandémie de Covid-19 qui sévissait à l'époque, a conduit à l'arrestation de plus de 10 000 personnes, des étudiants pour la plupart, et s'est accompagnée de l'exclusion progressive des membres de l'opposition ou des voix dissidentes de la vie politique hongkongaise. Notons qu'on compte parmi les membres du conseil d'administration du nouveau bureau la militante pro-démocratie Jo Siu, réfugiée aux États-Unis depuis 2020, ou encore l'ex-député du Parlement hongkongais Fernando Cheung, exilé au Canada depuis 2022. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.